risque en ce vendredi 18 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien. Alors, avant de présenter Isabelle, qui a accepté donc de donner ce webinaire aujourd'hui, merci beaucoup Isabelle. Quelques détails techniques. Comme d'habitude, s'il n'y a pas d'objection pour ces webinaires, c'est devenu une tradition. On enregistre donc le webinaire. Isabelle va donc nous présenter, je vais présenter brièvement juste après, donc Isabelle va nous présenter en à peu près une quarantaine de minutes le sujet qui touche encore une fois aux inondations sur le bassin versant de la rivière des Outaouais aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons une vingtaine de minutes. On terminera le webinaire à 1 heure, pas plus tard. J'inviterai toutes les personnes qui assistent aujourd'hui, soit utiliser le chat pour poser les questions. Valérie, encore une fois, merci beaucoup Valérie d'organiser à la fois l'enregistrement et toute la logistique entourant le webinaire. Donc, utilisez le chat pour les questions. Vous pouvez également lever la main et puis on va regarder, Valérie et moi, je m'occuperai avec Valérie de répartir les questions au fur et à mesure. Soit vous envoyez vos questions sur le chat et ensuite vous ouvrez le micro. Ou alors, si vous avez des problèmes de connexion, on peut aussi lire les questions directement pour Isabelle. Ou alors, vous levez la main et vous prenez la parole. OK? Donc, sans plus tarder, je présente Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté de donner ce webinaire aujourd'hui. Isabelle vient de terminer justement son baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère. Elle a terminé tous ses cours avec brio, d'ailleurs. Félicitations, Isabelle. Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, mais concentration en sciences de l'atmosphère, météo et climat. Isabelle est passionnée de phénomènes météorologiques et d'extrêmes climatiques. Elle s'intéresse depuis, je dirais, plusieurs années. Tu as réalisé plusieurs stages dans le domaine d'ailleurs des aléas hydrométéorologiques et impact des changements climatiques sur le cycle hydrologique. Alors le stage et le travail que Isabelle va présenter aujourd'hui, c'est réalisé avec l'appui du risque via le 2e programme de bourse. Donc, Isabelle a pu bénéficier d'une bourse de risque pour réaliser son stage l'automne dernier. Stage réalisé sous la supervision de mon collègue René Laprise et de moi-même. Et Isabelle va commencer une maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'automne prochain sur un projet axé sur les précipitations extrêmes dans un climat futur. Donc, Isabelle va nous présenter aujourd'hui un sujet qui va aussi compléter la présentation que nous avons vue de Clémence il y a 15 jours. Clémence avait surtout insisté sur la partie aléas hydrométéo et aussi les composantes, vulnérabilité et certains éléments d'exposition pour présenter justement les risques reliés aux 2 inondations, évidemment 2017 et aussi 2019. Aujourd'hui, Isabelle va surtout insister sur la partie modélisation et surtout météorologie, les aspects météorologiques de l'inondation de 2019. Donc, sans plus tarder, la parole est à toi Isabelle et encore merci beaucoup pour avoir accepté de donner ce webinaire. Bonjour tout le monde, merci d'assister à ce webinaire. Merci Philippe pour l'introduction. Je ne me présenterai pas puisque tu l'as si bien fait. Avant de commencer la présentation, j'aimerais ça prendre le temps de remercier le risque pour le financement accordé à mon projet d'initiation à la recherche, ainsi que mes 2 superviseurs, Philippe Gachon et René Laprise. Également, j'aimerais remercier François Roberge du Centre ESCAR pour son aide précieuse tout au long de mon stage et sa patience infinie et le temps qu'il m'a accordé pour répondre à mes millions de questions. Finalement, merci aussi à Hydro-Québec pour le partage des données de débit et de niveau d'eau sur la rivière des Outaouais. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Je vais faire d'abord une courte introduction et une mise en contexte de mon projet. Ensuite, je vais vous présenter l'événement étudié, ma méthodologie, et puis on va pouvoir poursuivre avec les principaux résultats de mon étude. Finalement, on va terminer la présentation avec les principales conclusions de mon projet. Donc, sans plus tarder, on peut commencer avec l'introduction.
Comme vous le savez sans doute, les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Canada et celles qui engendrent le plus de dégâts matériels. À elles seules, les inondations représentent 40% des désastres naturels enregistrés au pays. La situation n'est pas très différente au Québec où 20% de la population risque de se faire inonder lors des crues. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier que les inondations surviennent au Québec. Parmi les crues historiques survenues au Québec, on retrouve par exemple l'inondation pan-provinciale du printemps 1974 qui a touché plusieurs secteurs de la province. On a aussi le déluge du Saguenay en 1996 qui a littéralement marqué la mémoire des Québécois, sans oublier le débordement de la rivière Richelieu en 2011. Dernièrement, ce sont les crues exceptionnelles des printemps 2017 et 2019 qui ont gravement touché le sud du Québec, notamment l'Outaouais et la communauté métropolitaine de Montréal. Dans un contexte de changement climatique, on s'attend à ce que le risque d'inondation et événements extrêmes, comme justement les inondations, augmente dans le futur. Selon les projections du GIEC, le Québec va subir un des plus forts réchauffements du globe d'ici la fin du siècle. Ça, c'est de nature non seulement à changer les régimes de température et de précipitation dans nos régions, mais aussi les aléas et les extrêmes climatiques. Par exemple, on s'attend à ce que l'intensité des précipitations extrêmes augmente dans le climat futur au Québec, en particulier les précipitations de courte durée et les plus extrêmes, donc les plus rares. Afin de bien prévoir l'occurrence des inondations pour mieux s'en protéger, l'analyse des facteurs de risque d'inondation et aussi leur bonne représentation dans les modèles de prévision météorologique sont essentielles. C'est dans ce contexte qu'une simulation des conditions météorologiques du printemps 2019 a été réalisée au centre ESCAR, le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale basé à l'UQAM. Et cette simulation a été réalisée afin de déterminer si le modèle climatique utilisé au centre ESCAR reproduit bien les conditions qui ont mené aux importantes inondations du printemps 2019. Donc, ça nous amène à discuter un peu de l'événement étudié dans le cadre de mon stage. Donc, effectivement, au printemps 2019, il y a eu des crues exceptionnelles qui ont eu lieu tout le long de la rivière des Outaouais, qui ont gravement touché le sud du Québec et l'est de l'Ontario. Des milliers de maisons ont été inondées, des milliers de gens ont été évacués. Il y a même plusieurs routes et ponts qui ont dû être fermés temporairement. Donc, d'ailleurs, les inondations du printemps 2019 représentent l'événement météorologique le plus important de l'année 2019 au complet au Canada, selon Environnement et Changement climatique Canada. Donc, cette catastrophe a été exceptionnelle à plusieurs égards, pas seulement à cause des dégâts matériels et financiers, mais aussi à cause de la durée et de l'intensité de l'inondation. Le 30 avril 2019, un record historique a été établi au barrage de Carillon sur la rivière des Outaouais, alors que le débit de la rivière a atteint 9217 mètres cubes par seconde, ce qui est énorme. Ça a battu l'ancien record de 2017. Pour mettre en perspective ces données-là, pour ceux à qui ça ne leur parle pas trop, les valeurs de débit, en fait, le débit climatologique à Carillon, vers la fin avril, est d'environ 4000 mètres cubes par seconde. C'est donc plus du double qui a été observé en 2019. Donc, en plus d'avoir un débit exceptionnellement élevé, il a persisté très longtemps parce que le débit élevé a dépassé 8000 mètres cubes par seconde pendant 21 jours, contrairement à seulement 6 jours en 2017. Je me suis donc intéressée à cette inondation en particulier pour mon projet de stage. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter la région d'études qui est le bassin versant de la rivière des Outaouais. Donc d'abord, un bassin versant, c'est une étendue géographique qui est drainée par un cours d'eau principal et ses affluents dans lesquels toutes les eaux qui vont s'écouler, toute la pluie, toute l'eau des rivières va finalement converger vers un même point de sortie qu'on appelle exutoire. Dans le cas de mon étude, c'est justement le bassin versant de la rivière des Outaouais au complet. Comme vous pouvez voir sur la carte à droite, c'est un bassin versant qui est divisé entre le Québec et l'Ontario,
qui couvre une superficie de 146 000 km². Donc, c'est quand même un très grand bassin versant. C'est 3 fois plus grand que la Suisse. Le bassin versant de la rivière des Outaouais s'étend de l'Abitibi jusqu'à Montréal. Et on peut voir que le cours d'eau principal, sans grande surprise, c'est la rivière des Outaouais, qui est le principal affluent du fleuve Saint-Laurent. La rivière des Outaouais prend sa source à la tête du bassin, dans la partie nord, où on retrouve plusieurs réservoirs qui régulent partiellement les apports en eau. On parle d'un contrôle d'à peu près 40% des apports en eau grâce aux réservoirs. Ensuite, la rivière des Outaouais constitue la frontière naturelle entre le Québec et l'Ontario jusqu'à l'exutoire du bassin qui se trouve au barrage Carillon, près de la ville de Rigaud. Au total, la rivière s'étend sur environ 1200 km avant d'arriver à son point de confluence avec le fleuve Saint-Laurent au lac des Deux-Montagnes. Ensuite, en ce qui concerne le climat du bassin versant de la rivière des Outaouais, c'est un climat qui ressemble beaucoup justement à tout le sud du Québec. C'est un climat de type continental humide avec un été chaud. Donc, sur la figure ici, je vous présente les températures et précipitations pour les normales climatiques de 1981 à 2010 pour la ville de Rigaud, donc qui est près de l'exutoire du bassin. La précipitation est en vert et les différentes températures sont représentées par les lignes colorées. Donc, en fait, la ville de Rigaud reçoit en moyenne par année à peu près 1000 mm de précipitation totale, ce qui est l'équivalent pour Montréal. On peut voir que selon la température moyenne quotidienne, l'hiver est quand même assez long et froid, comme vous le savez sans doute. Et ce qui est intéressant pour l'étude de cas des inondations, c'est de voir que le mois d'avril, c'est généralement le mois où les températures moyennes quotidiennes redeviennent positives. Donc, cette période de l'année est associée à la période de dégel prolongée et au début de la crue des eaux dans le sud du Québec. Donc, d'ailleurs, la plupart des crues printanières dans le bassin versant de la rivière des Outaouais sont causées par la fonte de la neige combinée aux précipitations abondantes. Je me suis donc intéressée aux inondations du printemps 2019 dans le bassin versant de la rivière des Outaouais que je viens de vous présenter dans le cadre de mon stage. Plus particulièrement, les objectifs de mon étude sont les suivants. D'abord, déterminer les principaux facteurs hydrométéorologiques ayant mené à l'inondation du printemps 2019 dans le BVRO et comparer les simulations à très haute résolution aux observations disponibles. Le deuxième objectif va permettre d'évaluer la justesse et la qualité des simulations, en plus de conclure si les simulations reproduisent bien les importantes inondations qui sont survenues. Donc, on va maintenant passer à la troisième partie de la présentation, donc la méthodologie de mon projet. Je vais vous présenter brièvement le modèle de climat et les données utilisées et par la suite les étapes de mon projet. Donc, la première partie de la méthodologie là, est un petit peu plus technique, donc je vous avertis. Donc, d'abord, le modèle utilisé dans le cadre de mon étude est le modèle régional canadien du climat. La version qui a été utilisée s'appelle MRCC6 GEM 4. Le MRCC6, c'est la version la plus récente du modèle présentement développé au Centre ESCAR à l'UQAM, le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale. Lors de sa première phase de développement, il était basé sur le modèle global environnemental multi-échelle, qui est appelé le modèle GEM, qui est présentement le modèle exploité pour la prévision numérique du temps au CMC. Le modèle utilisé dans le cadre de mon étude est un modèle à très haute résolution, puisque sa maille est de 2,5 km. Donc, c'est en quelque sorte la résolution horizontale du modèle. Comme la simulation est effectuée en mode rétrospectif, on a fait une simulation sur une période passée, les données de pilotage qui fournissent les conditions aux frontières pour le modèle proviennent des réanalyses ERA5 qui sont, elles, obtenues par assimilation de plusieurs sources d'observation sur une maille de 0,25 degrés ou à peu près 31 km.
2 schémas de surface terrestre vont être comparés dans le cadre de mon étude, à savoir le schéma CLAS et le schéma ISBA, dont on va parler là, un peu plus en détail. Donc d'abord, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la modélisation climatique, en fait, là, un schéma de surface terrestre, ça sert tout simplement à modéliser les échanges entre l'atmosphère et la surface terrestre. Quand je dis échange, je parle par exemple des flux d'énergie, le bilan radiatif, les flux d'eau et de quantité de mouvement. Comme je l'ai dit plus tôt, dans le cadre de mon étude, les 2 schémas de surface terrestre qui sont comparés sont les schémas CLAS et ISBA. D'abord, l'acronyme CLAS signifie Canadian Land Surface Scheme. Donc, c'est le schéma canadien de surface terrestre. La version qui a été utilisée dans cette étude est CLAS 3.6. Le schéma CLAS, en fait, c'est un schéma qui possède 16 couches de sol jusqu'à 10 mètres de profondeur. C'est un modèle de surface assez complexe avec un bilan hydrologique et thermique relativement complet. Le schéma ISBA, quant à lui, qui signifie les interactions avec le sol, la biosphère et l'atmosphère, c'est un schéma avec 2 couches de sol jusqu'à la profondeur des racines. Donc ça, c'est variable. C'est un modèle de surface là, un peu plus simple que le schéma CLAS. Lorsqu'on fait des simulations climatiques et qu'elles sont réalisées sur de longues périodes, donc par exemple quelques mois à plusieurs années, le schéma CLAS est à privilégier parce qu'il permet de tenir compte du cycle annuel et saisonnier de la température. On peut voir aussi l'apparition et la fonte de la neige, on peut voir le ruissellement, donc plusieurs composantes importantes du cycle hydrologique. Cependant, quand on fait les simulations sur une période de temps beaucoup plus courte, donc par exemple quelques jours, un schéma plus simple comme ISBA répond très bien aux besoins d'un modèle de prévision météorologique. Puisque le schéma ISBA possède seulement 2 couches de sol et qu'il est un peu plus simple, les changements de phase ont tendance à être plus rapides. Donc, on parle par exemple du gel de l'eau, la fonte de la neige et l'évaporation. À noter que pour mon projet, que ce soit pour CLAS ou ISBA, on n'a pas utilisé de routage du ruissellement dans les simulations que j'ai analysées. Donc ça veut dire que le bilan hydrique est effectué pour chaque point de grille du modèle sans transfert d'eau à l'horizontale d'un point de grille à l'autre. Et ça, on n'a pas utilisé de modèle de routage tout simplement par manque de ressources et de temps également. Donc, maintenant que le modèle climatique a été présenté, je vais vous décrire la méthodologie de mon projet qui peut se résumer en 5 étapes. Premièrement, plusieurs variables météorologiques ont été simulées avec le modèle MRCC6 GEM4 décrit plus tôt pour la période allant de septembre 2018 à août 2019. C'est essentiel d'inclure la saison hivernale qui précède le printemps lors duquel sont survenues les inondations pour bien couvrir la période d'intérêt et mieux comprendre les mécanismes responsables de la crue printanière. Donc, nous, la simulation a été faite là, sur 1 an. Parmi les variables météorologiques qui ont été simulées, on retrouve par exemple la température, les précipitations, l'équivalent en eau de la neige, donc le Snow Water Equivalent, que je vais dire SWEEP parfois pour aller un peu plus vite, l'évaporation, le ruissellement. Donc ça, c'est les variables auxquelles je me suis intéressée, mais on a aussi simulé d'autres variables un peu plus météorologiques comme le vent, l'humidité et la pression atmosphérique. Donc deuxièmement, les variables simulées ont été moyennées sur la surface du bassin versant. Sur la figure qu'on voit à droite, on peut voir le masque du bassin versant qui a été utilisé pour faire la moyenne spatiale. Donc, tous les points de grille qui se trouvent à l'intérieur de cette zone en rouge sont utilisés pour calculer la moyenne spatiale et les autres points de grille sont ignorés. Ensuite, les sorties de modèles sont comparées aux observations disponibles sous forme de grilles comme des mètres et aux produits de réanalyse comme CAPA HRDPA, qui est l'analyse de précipitation canadienne. On a aussi les réanalyses ERA5 et ERA5LAND. Ensuite, les débits moyens mensuels à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais sont estimés
à partir du ruissellement total directement issu des sorties de modèle, puis multiplié par la superficie du bassin versant. Finalement, dernière étape, les débits estimés sont comparés aux débits enregistrés à la centrale de Carillon opérée par Hydro-Québec. Donc, tout ce travail, qui se résume en 5 étapes, nous permet d'évaluer la capacité du modèle à reproduire l'inondation qui a eu lieu au printemps 2019 sur le bassin versant de la rivière des Outaouais. Et ça nous permet aussi de déterminer les principales causes météorologiques de l'événement. On est maintenant prêt à entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats de mon projet, dont l'évaluation du modèle climatique et les débits estimés à l'exutoire. Donc, premièrement, je vais vous présenter les résultats sur le domaine de simulation. Donc, comme vous pouvez voir là, sur les différentes cartes, le domaine de simulation couvre les Grands Lacs, la baie du Thon et le Québec. Sur la figure que je vous présente, on voit les moyennes mensuelles de la température de l'air à 2 mètres et de la précipitation pour le mois d'avril 2019. Donc, le panneau en haut, c'est pour la température, le panneau en bas pour la précipitation. Dans les 2 colonnes de gauche, classe et ISBA représentent les sorties de modèle, tandis que les 2 autres colonnes à droite représentent les sources d'observation. Donc, par exemple, RA5, DMET et CAPA. Donc, on peut remarquer que le modèle représente bien les patrons habituels de température pour les 2 schémas de surface utilisés et par le fait même aussi, les patrons de température obtenus avec classe et ISBA sont très similaires. Donc, ça, c'est des résultats quand même assez encourageants. Ensuite, en ce qui concerne la précipitation totale, donc solide et liquide, les patrons sont encore une fois très similaires pour les 2 schémas de surface et ils concordent bien avec les patrons normalement observés. Donc, par exemple, on a une zone importante de précipitation à l'est du Québec, près des Maritimes, et une zone un peu plus sèche dans le nord de l'Ontario. Donc, ça concorde là, avec le déplacement normal des systèmes météorologiques. On peut voir aussi que les sorties de modèles concordent très bien avec les 2 ensembles de données d'analyse d'observation, donc DMET et CAPA. Donc, à la lumière de ces résultats, on peut voir que le modèle reproduit bien les patrons de température et de précipitation sur le domaine de simulation. Donc, on s'attend à avoir des très bons résultats pour le bassin versant de la rivière des Outaouais. Donc, on y arrive justement. Je vais maintenant vous présenter les moyennes mensuelles des variables étudiées sur le bassin versant de la rivière des Outaouais. Donc, premièrement, on voit ici les moyennes mensuelles de température et de précipitation de septembre 2018 à août 2019. En ce qui concerne la température, donc le panneau de gauche, si on compare le modèle aux observations, on trouve qu'il reproduit très bien les températures moyennes mensuelles observées avec des différences de seulement 0 à 2 degrés Celsius entre le modèle et les observations. Tous les maxima et minima annuels de température se produisent en juillet et en janvier respectivement, ce qui correspond bien au type de climat du bassin versant qu'on a vu un petit peu plus tôt. En ce qui concerne maintenant la précipitation moyenne mensuelle, de façon générale, le modèle reproduit bien les moments d'occurrence des maxima et minima annuels de précipitation. Les séquences humides et sèches sont bien capturées. Par exemple, le temps humide au printemps, avec une précipitation moyenne d'environ 5-6 mm par jour en avril. Cependant, vous pouvez remarquer que les simulations du modèle possèdent un biais humide, surtout en été. Ensuite, on peut s'intéresser aux moyennes mensuelles de l'équivalent en eau de la neige. Les valeurs de SWI sont nulles de juin à octobre pour les 5 ensembles de données. Puis ça, c'est normal là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'accumulation de neige significative durant cette période. On peut remarquer qu'à partir du mois de novembre, les valeurs de SWI deviennent positives et atteignent un maximum au mois de mars, ce qui correspond bien à la fin de la saison froide. Dès le mois d'avril, la fonte de la neige débute, particulièrement là, dans le sud du bassin versant. De plus, vous
pouvez remarquer que les réanalyses RA5 sont les valeurs qui concordent le mieux avec le modèle. Ça, c'est pas très surprenant puisque RA5, c'est le pilote qui a été utilisé là, pour faire les simulations. On peut voir que les valeurs maximales de SWI se situent entre 150 et 168 mm pour RA5, classe et ISBA, mais elles sont beaucoup plus élevées pour DMET et RA5 Land avec environ 225 mm. Donc, c'est quand même une différence là, assez significative. À partir du mois de janvier, la moyenne mensuelle de SWI est beaucoup plus élevée avec DMET et RA5 Land jusqu'à la fin du printemps. Et on peut voir aussi le couvert de neige a disparu ou presque en mai selon classe ISBA et RA5, alors qu'il faut attendre à juin et juillet pour avoir une fonte complète avec DMET et RA5 Land. Donc, par contre, c'est important de mentionner que les valeurs de DMET, ce sont que des estimations. Donc, les valeurs surestimées de la neige impliquent là, nécessairement une fonte un peu plus tardive que les autres produits de neige. Ensuite, on peut s'intéresser à la moyenne mensuelle d'évaporation et de ruissellement sur le bassin versant. Elles sont présentées uniquement pour le modèle parce que l'évaporation et le ruissellement n'étaient pas disponibles dans les observations. Cependant, le minimum et le maximum d'évaporation sont attendus à l'hiver et à l'été, respectivement. On peut voir que le modèle reproduit bien les périodes d'occurrence des extrêmes d'évaporation avec un minimum en décembre et un maximum en juillet. Donc, ça reproduit bien la réalité et ce à quoi on s'attend. De plus, de septembre à février, l'évaporation est très similaire pour les schémas de surface, classe et ISBA. Par contre, à partir du mois de mars jusqu'en juillet, l'évaporation issue du modèle avec ISBA est un peu plus élevée que celle avec classe. Si vous vous souvenez, là, un petit peu plus tôt, j'ai parlé de la différence entre le nombre de couches pour les deux schémas. Donc, le nombre de couches de sol dans le schéma de surface explique cette différence. Comme on l'a vu plus tôt, ISBA ne possède que 2 couches de sol, contrairement à classe qui en a 16. Il y a une conduction de chaleur à travers les différentes couches de sol dans classe, donc l'eau peut prendre un certain temps avant d'absorber suffisamment d'énergie pour pouvoir s'évaporer. À l'inverse, dans ISBA, la surface peut se réchauffer plus rapidement, ce qui peut entraîner une évaporation plus élevée et c'est ce qui est observé. Ensuite, si on regarde le panneau de droite, le ruissellement calculé est le plus élevé au printemps. Au mois d'avril en particulier, ce qui est plausible compte tenu de la fonte de la neige qui survient au même moment et des conditions de surface du sol. Par exemple, le sol est encore gelé ou sinon il est saturé en eau. Ça concorde bien aussi là, avec les occurrences exceptionnelles de précipitations qui ont eu lieu au mois d'avril 2019. Le ruissellement obtenu au mois d'avril avec ISBA et classe est de 5 et 6 mm par jour respectivement. Dans l'ensemble, le ruissellement issu du modèle varie beaucoup là, selon le schéma de surface utilisé. On peut voir qu'il est plus grand avec classe durant toute l'année, mais comme l'évaporation est plus faible dans classe, c'est normal qu'il y ait plus d'eau disponible pour ruisseler sur le sol. Par la suite, après avoir fait une première analyse à l'échelle mensuelle, j'ai fait une analyse à une échelle temporelle plus fine. Donc, j'ai fait les moyennes quotidiennes des variables présentées. Donc, je vais vous présenter ici là, la précipitation moyenne quotidienne sur le bassin versant de la rivière des Outaouais pour les mois d'avril et mai 2019. La précipitation simulée est en bleu et vert et les observations sont en rouge, mauve et gris. Donc ici, là, sur le graphique, seulement la précipitation d'au moins 1 mm a été retenue là, pour alléger la figure. Donc, vous pouvez voir que de façon générale, le modèle reproduit très bien les séquences de précipitation quotidiennes durant le printemps et ça, c'est des résultats là, assez positifs. Vous pouvez remarquer par exemple que DMET observe parfois une précipitation vraiment supérieure au modèle et aux autres observations, mais que ça indique une précipitation beaucoup plus faible le lendemain. Donc, par exemple, le 14 avril,
et 23 avril, et aussi le 9 et le 19 mai 2019. Donc, le décalage entre des mètres et le modèle pourrait être dû à l'interpolation sur le bassin versant. Donc, en météo, c'est quand même une des conséquences quand même assez négatives du manque de stations sur le territoire. Ça peut parfois causer des différences assez importantes entre la précipitation estimée et celle réellement tombée. Mais sinon, de façon générale, le modèle climatique reproduit bien les séquences de précipitation quotidiennes. Ici, je vous ai montré la précipitation au printemps, mais j'ai fait la même analyse pour tous les mois de l'année. Puis, le modèle reproduisait bien les précipitations quotidiennes au courant de toute l'année. Ensuite, j'ai également calculé les moyennes quotidiennes de la fonte de la neige et du ruissellement issus du modèle. La fonte de la neige quotidienne a été calculée à partir de la variation quotidienne de l'équivalent en eau de la neige. Sur le panneau de gauche, on peut voir la fonte dans ISBA. Elle est beaucoup plus élevée que dans classe, ce qui n'est pas très surprenant puisque, comme je l'ai mentionné plus tôt, les changements de phase dans ISBA sont plus rapides. Donc, c'est le cas de la fonte de la neige à cause du nombre de couches de sol qui est plus faible. De plus, quelques épisodes de fonte sont très intenses et assez surprenants dans ISBA, comme vers la mi-mars où on a une fonte de neige équivalente à près de 60 mm d'eau. Donc, cet événement de fonte assez remarquable et excessif a entraîné un excédent d'eau assez important sur le bassin versant et c'est observé dans le graphique de ruissellement moyen quotidien qui se trouve juste à droite. Donc, malgré les pics de ruissellement assez élevés en mars et en avril, le ruissellement quotidien dans ISBA est plus faible que dans classe. Encore une fois, le nombre de couches de sol pourrait expliquer en partie pourquoi le ruissellement dans ISBA est aussi faible, mais je vous l'accorde, il semble manquer une composante du ruissellement dans ISBA parce qu'il est beaucoup plus faible que celui de classe. Donc, les résultats de ruissellement avec ISBA sont à prendre avec un grain de sel. L'analyse à l'échelle quotidienne nous permet aussi de voir à quel moment au printemps le ruissellement est le plus important, ce qui permet d'estimer la pointe de la crue. On s'attend à avoir des débits plus élevés au moment où le ruissellement est plus intense. Et c'est intéressant de voir que classe a une croissance assez progressive du ruissellement à partir du début mars, avec un maximum de ruissellement d'à peu près 15 mm par jour vers la mi-avril, puis par la suite une baisse progressive au cours du printemps jusqu'au début de l'été. Donc ça, c'est cohérent avec les valeurs de débit enregistrées à Carillon. Je vous rappelle que la pointe de la crue était le 30 avril et le 1er mai. Donc, on voit bien là, que le maximum de ruissellement simulé arrive à la même période. Donc, justement, on parlait de débit. On arrive à la dernière étape de mon projet qui était là, justement d'estimer les débits moyens mensuels à l'exutoire. Je vous rappelle que dans le cadre de mon projet, les débits ont été estimés à partir du ruissellement issu directement du modèle. Donc, je n'ai pas fait manuellement de bilan hydrique pour ça. J'ai pris le ruissellement issu du modèle. Sur la figure en haut à droite, on peut voir le débit moyen mensuel estimé et observé à Carillon de septembre 2018 à août 2019. D'abord, on remarque que les débits estimés avec le ruissellement dans la simulation avec ISBA sont très faibles en automne et en hiver, contrairement à classe et la station de Carillon. Et ça s'explique simplement par un ruissellement qui était beaucoup plus faible avec ISBA, comme on a vu un petit peu plus tôt, malgré les deux hausses qu'il y avait en mars et en avril à cause d'une fonte de la neige un petit peu excessive. Aussi en mai, le débit avec ISBA est beaucoup plus faible, et je dirais même trop faible, avec une valeur inférieure à celle enregistrée à Carillon de presque 6000 m3 par seconde. Cependant, là, en ce qui concerne classe, les débits estimés sont très similaires aux débits observés. Donc ça, c'est un résultat quand même assez positif. La seule différence majeure se produit au mois d'avril. La pointe de la crue est beaucoup plus grande
dans classe avec environ 10 000 mètres cubes par seconde, contrairement à 5 000 mètres cubes par seconde pour la station de Garion. Toutefois, je vous admets, là, on s'attendait à un tel résultat parce qu'on n'a pas utilisé de modèle de routage pour le ruissellement qui retarderait l'arrivée de l'eau à l'exutoire. Donc, dans notre cas, le ruissellement moyen mensuel sur l'ensemble du bassin versant est utilisé pour estimer le débit, mais en réalité, ce n'est pas tout le ruissellement du bassin qui contribue en même temps au débit à l'exutoire. Donc, je m'explique, là, une goutte de pluie, par exemple, qui tombe en tête du bassin versant peut prendre de 2 à 3 semaines avant d'arriver à l'exutoire. Donc ici, là, le débit réellement observé est plus petit que celui calculé parce que le bassin versant comporte une certaine inertie qui dépend du temps d'écoulement de l'eau et ça dépend de la morphologie du terrain, mais aussi de l'aménagement du territoire. Mais malgré tout, les débits calculés en mars et en mai sont presque identiques à ceux observés, ce qui montre que CLAS reproduit quand même bien le ruissellement sur le bassin versant. Ensuite, on peut remarquer que le débit maximum se produit en avril avec CLAS et ISBA, mais selon les observations en noir, vous pouvez voir qu'il est observé en mai. Donc, afin de déterminer un petit peu plus précisément le moment d'occurrence des débits de pointe, j'ai calculé les débits moyens sur une période de 10 jours. Donc, cette analyse de débit à une échelle temporelle un petit peu plus fine permet justement de voir que la pointe de la crue est vraiment vers la fin avril et le début mai, et ça montre que le modèle est capable de bien reproduire le moment d'occurrence de la pointe. Cependant, encore une fois, la valeur du débit est beaucoup plus élevée que celle observée, et ça s'explique par l'absence du modèle de routage. Donc, on passe maintenant à la dernière partie de la présentation qui est la conclusion. Donc, d'abord, je vais faire un petit résumé du projet. Mon projet de stage était en lien avec les inondations du printemps 2019 sur le bassin versant de la rivière des Outaouais. Les régimes de température et de précipitation ont été simulés de septembre 2018 à août 2019 avec le modèle MRCC6 GEM4 à très haute résolution qui est développé au Centre Esquerre à l'UQAM. 2 schémas de surface ont été utilisés, à savoir le schéma canadien de surface terrestre CLAS et le schéma interaction entre le sol, la biosphère et l'atmosphère ISBA. Les objectifs de mon projet étaient dans un premier temps, de déterminer les principaux facteurs hydrométéorologiques responsables de l'inondation en question et dans un deuxième temps, d'évaluer la capacité du modèle utilisé à reproduire les principales caractéristiques de l'inondation. Donc, concernant le premier objectif, les résultats de mon étude permettent de conclure que 3 principaux facteurs hydrométéorologiques sont responsables de l'inondation. Premièrement, des températures plus froides que la normale de novembre 2018 à mai 2019 ont allongé la saison hivernale, ce qui a engendré un couvert de neige plus important que la normale. Aussi, les anomalies négatives de température observées au printemps 2019 indiquent un printemps tardif, et ça, c'est une condition favorable aux inondations parce que les températures de fonte sont atteintes plus rapidement parce que l'insolation est plus grande. Aussi, les températures plus froides ralentissent le dégel du sol, ce qui, malheureusement, là, limite l'infiltration d'eau de fonte ou d'eau de pluie. Donc, ça crée du ruissellement. Deuxièmement, le couvert de neige plus épais que la normale a sans aucun doute contribué à l'intensité de la crue parce que ça a libéré une plus grande quantité d'eau lors de la fonte. Et d'ailleurs, une hausse rapide des températures vers la mi-avril a déclenché une fonte rapide et massive de la neige sur un sol qui était encore gelé, ce qui a mené à un ruissellement de surface très important. Finalement, la dernière condition météo qui a été responsable des inondations, c'est la précipitation. Donc, plusieurs semaines de pluie abondante en avril et en mai 2019 ont augmenté l'intensité et la durée de la crue, particulièrement parce que la pluie est tombée sur un sol partiellement gelé ou saturé en eau.
Finalement, en ce qui concerne le deuxième objectif de mon projet, à savoir l'évaluation du modèle MRCC6 GEM4, les résultats de l'étude permettent de conclure que le modèle simule bien les régimes de température et de précipitation sur le bassin versant de la rivière des Outaouais et le modèle aussi reproduit bien les principales caractéristiques de l'inondation. Également, l'étude a permis de montrer l'influence majeure que peut avoir le schéma de surface dans les composantes du cycle hydrologique, que ce soit pour le ruissellement ou les taux de fonte de neige. Aussi, dans un contexte de simulation climatique à long terme, le schéma de surface CLAS performe mieux qu'ISBA. L'utilisation d'un nombre de couches de sol plus élevé dans CLAS permet de, par exemple, mieux traiter le transfert de chaleur et d'eau à travers les différentes couches de sol. Les bilans thermiques et hydrologiques plus simples qu'on retrouve dans ISBA peuvent expliquer une évaporation excessive et un ruissellement plus faible obtenu avec ISBA. Donc, avec ISBA, la surface peut se réchauffer plus rapidement, donc ça fait une évaporation plus élevée, alors il y a moins d'eau disponible pour ruisseler sur le sol. Donc, à la lumière de ces résultats, c'est possible de conclure que le schéma ISBA, bien que très bon pour la prévision numérique du temps à court terme, est peut-être moins adéquat pour les simulations climatiques sur une échelle de temps plus longue. Aussi, dans mon projet, j'ai calculé le ruissellement de surface moyen mensuel et ça m'a permis d'estimer le débit moyen mensuel à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais. Cependant, le ruissellement estimé n'est pas suffisant pour déterminer le moment d'occurrence de la pointe de la crue. C'est vraiment nécessaire, selon moi, d'ajouter un modèle de routage aux simulations climatiques pour estimer de façon plus précise les débits à l'exutoire et prendre en compte le temps d'écoulement des eaux de surface. Donc, finalement, un dernier point à mentionner, ça serait intéressant de comparer les résultats du MRCC6 GEM4 avec la version précédente du modèle, le MRCC5, pour observer les améliorations dues notamment à l'augmentation de la résolution du modèle. Donc, merci de m'avoir écouté. On va maintenant pouvoir passer à la période de questions. Merci beaucoup Isabelle pour cette excellente présentation. Tu as vraiment des qualités pédagogiques. Je félicite vraiment pour la qualité de ta présentation. Alors, on a déjà 2 questions dans le chat et puis, comme je dis, n'hésitez pas aussi à lever la main et à ouvrir vos micros. Donc, je vais y aller avec la première question. Olivier, mais tu viens en parler. Avez-vous utilisé un modèle hydrologique, par exemple SWAT ou autre, pour utiliser justement la précipitation, température, pour évaluer les débits à l'exutoire? Tu as déjà en partie répondu, mais je vais te laisser compléter, Isabelle. Non, c'est ça. On n'a pas utilisé de modèle hydrologique pour les simulations. C'était une approche plus météorologique, là, si on veut, mon projet de stage, à savoir d'utiliser les moyennes mensuelles pour estimer les débits. C'était vraiment plus pour voir est-ce que CLAS est capable de bien reproduire les conditions météorologiques qui sont survenues au printemps 2019. C'était pas nécessairement pour bien estimer les débits, c'était tout simplement pour voir est-ce que ça reproduit bien ce qui s'est produit. Donc non, on n'a pas utilisé de modèle hydrologique. Ça aurait été intéressant de le faire. Peut-être si mon stage avait duré plus que 4 mois, peut-être qu'on l'aurait fait, mais ce n'est pas quelque chose qui a été réalisé. OK. Merci. Peut-être peux-tu arrêter le partage, comme ça je vois aussi tout le monde. Alors, il y a une autre question. Elle est reliée à plus les récurrences de ces phénomènes-là. Est-ce que vous avez une idée aussi de la récurrence de la crue de 2019? Pardon, j'ai manqué la question, je pense à la bonne. Est-ce que vous avez une idée de la récurrence, donc période de retour de cette crue de 2019? Moi, j'ai pas fait d'analyse fréquentielle durant le stage pour ça, donc non, je suis pas certaine de savoir exactement ce serait quoi la période de retour, mais si je me trompe pas, je pense que Clémence en avait discuté durant sa présentation il y a 2 semaines.
mais c'est pas quelque chose que j'ai fait là, durant mon stage. Ouais. Alors, tout à fait, ben, je vais compléter là-dessus parce qu'effectivement, Clémence l'a fait pour à la fois l'inondation de 2017 et celle de 2019. Puis quand on inclut ces deux événements-là dans toutes les séries disponibles de débit depuis 1963 à Carillon, la période de retour de 2019 est de l'ordre de, si ma mémoire est bonne, de 75 ans, 80 ans. Donc c'est exceptionnel, oui, mais avec encore une fois, une série disponible de débit depuis 1963. Donc pour répondre à cette question-là. D'ailleurs, pour préciser tout de suite, parce que c'est peut-être d'intérêt pour tout le monde, le travail que Isabelle a fait avec celui de Clémence va faire l'objet justement d'un chapitre dans l'ouvrage collectif que nous sommes en train de faire sur les inondations organisées par le risque. Donc vous allez retrouver le travail qu'Isabelle vient de vous présenter et celui de Clémence il y a 15 jours dans un chapitre lié justement aux causes d'inondations de 2017-2019. Alors il y a une troisième question. Philippe, veux-tu la poser ou je la lis? Vas-y, dis-la. Merci. Est-ce que tu as fait des comparaisons avec des simulations régionales à plus faible résolution spatiale? Et est-ce qu'il y a un avantage à simuler le climat à une fine résolution spatiale pour reproduire une inondation printanière? Pour la première partie de la question, non, on n'a pas, j'ai pas comparé là, des simulations avec une échelle plus fine. C'était 2,5 km qui a été utilisé. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des avantages là, à aller avec une résolution beaucoup plus fine parce que ça permet de capturer, par exemple, des événements de précipitation qui se produisent un peu plus à l'échelle locale. Même si le bassin versant de la rivière des Outaouais est quand même grand, si on a une résolution beaucoup plus grande, on a seulement quelques tuiles du modèle qui peuvent représenter le bassin, tandis que là, c'est sûr qu'on a une meilleure précision là, pour la simulation de la précipitation en particulier. Donc, oui, là, ça a vraiment un avantage de baisser la résolution temporelle. C'est sûr que le coût de calcul est un petit peu plus grand, mais je pense qu'étant donné qu'on avait un domaine de simulation assez restreint, là, je pense que ça a quand même bien été là, pour réaliser les simulations. Ouais. Par la résolution spatiale. Hein? Oui. OK. Ouais, ben, je compléterai aussi, c'est une bonne question, Philippe, sur le fait que, en fait, on s'est rendu compte que la vitesse, c'est vrai pour le projet d'Isabelle, mais aussi de Clémence, présenté il y a 15 jours, la vitesse de fonte de neige au moment justement des événements de précipitation qui se produisent à des échelles locales, c'est important de les capturer parce qu'il y a des volumes d'eau importants dans certains sous-bassins qui peuvent être à l'origine justement d'arrivées d'eau massive. Donc, résolution temporelle et spatiale importante. Et l'analyse qu'on a fait d'ailleurs, qu'on n'a pas montré ici, qu'Isabelle n'a pas montré, mais pour certains phénomènes ponctuels de pluie sur neige, ça prend à la fois la résolution spatiale et temporelle. C'est ce que tu précises, Isabelle, aussi. Okay. Et merci. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, on a M. Boivin qui te remercie pour ta présentation, Isabelle, et puis qui demande si après tes travaux, est-ce qu'il y aurait un indicateur prédominant pour anticiper une crue exceptionnelle, quantité, qualité de neige au sol, quantité de pluie attendue, profondeur du gel, évaporation, dans un objectif de planification de mesures d'urgence. En termes d'indicateurs, je dirais que il n'y a pas seulement un indicateur qui peut laisser présager là, une inondation. C'est vraiment la combinaison de plusieurs facteurs hydrométéorologiques, en plus justement là, de l'aménagement du territoire et de la vulnérabilité de certaines communautés là, au sein du bassin versant de la rivière des Outaouais. Donc, je dirais que non, il n'y a pas un indicateur en particulier. Par exemple, si on disait juste les précipitations, c'est sûr que quand il y a beaucoup de précipitations, ça va faire, il y a plus de chances d'avoir une inondation. Mais si on regarde, par exemple, la température, en 2017, on avait des anomalies de température positives, des températures très, très chaudes qui ont déclenché une fonte rapide de la neige. Mais en 2019, c'est le contraire, c'était des anomalies négatives. Là, je ne l'ai pas montré ici, là, je l'ai fait dans le cadre d'un autre projet à l'école, mais il y avait des anomalies négatives de température qui allaient jusqu'à moins 3 degrés Celsius à certains endroits là, dans le bassin versant. Donc ça fait un sol gelé.
en profondeur. Donc, quand la neige commence à fondre, le sol ne peut pas l'absorber. Donc, si, par exemple, on regardait juste la température, on ne peut pas dire parce qu'il va faire froid, il va y avoir une inondation ou parce qu'il va faire chaud, il va y avoir une inondation. Donc, pour résumer, c'est vraiment une combinaison de tous les facteurs hydrométéorologiques, mais en particulier précipitation, couvert de neige et température. Donc, si on avait à établir des seuils d'alerte ou autres, il faut vraiment, comme tu dis, combiner ces variables-là. Peut-être regarder les anomalies au-delà des seuils, comment certains peuvent augmenter, par exemple, la probabilité d'avoir une inondation à partir du moment où on a rencontré un certain nombre de valeurs seuil sur plusieurs variables combinées. C'est ce que tu nous précises, Isabelle. Okay. Valérie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste M. Boivin qui remercie pour ta réponse. Avec plaisir. Alors, moi, j'aurais une question peut-être plus générale, Isabelle, parce que comment aussi ce projet-là qu'on a donc que le risque a financé, comment ça a pu, par exemple, influencer ton choix de mini-carrière en cours? Est-ce que ça, par exemple, t'a incité, à t'intéresser peut-être plus au sujet, mais plus généralement, est-ce que ça a été un motif pour te stimuler à faire une maîtrise, par exemple? Oui, définitivement. Surtout que le stage est arrivé à la dernière année du bac. Le moment où on se questionne le plus, est-ce que je m'en vais sur le marché du travail? Est-ce que je m'inscris à la maîtrise? Je dirais que le stage a vraiment tombé là, super bien. Puis oui, ça m'a fait découvrir le monde de la modélisation climatique, les études de cas avec les effets des changements climatiques et tout ça. Donc, c'est sûr que ça m'a définitivement influencé à faire une maîtrise en sciences de l'atmosphère. OK. Fait. Je vois qu'il y a Eric qui se manifeste. Tu peux ouvrir ton micro, Eric, parce que je peux lire ton commentaire, mais... En fait, j'ai entendu merci Philippe, merci beaucoup Isabelle, c'est vraiment intéressant, surtout que je suis aux premières loges de la chose là. Et effectivement, ce que je trouve de bénéfique, c'est que là, on commence à avoir un portrait très, très détaillé de l'aléa dans des circonstances différentes. Puis avec le portrait des changements climatiques qui commence aussi à se préciser, on va être de mieux en mieux outillé pour faire une meilleure planification de l'aménagement du territoire puis de possibles mesures de mitigation. Mais je ne vois pas la pertinence de ces données-là dans ce que j'appelle les mesures d'urgence. Je pense qu'il faut enlever quand on regarde les projets comme ça, là, il faut regarder leur vraie pertinence, c'est justement d'éviter qu'on se retrouve en mesure d'urgence. Donc là, on a une contribution majeure en matière de prévention et de préparation. Puis c'est, comme je disais dans mon commentaire, c'est très, très bien ici parce que c'est ça qu'on a de besoin. Hein? Il n'y a rien à faire. Si vous regardez 2017-2019, il n'y a rien à faire en intervention. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Alors, c'est soit que vous avez très bien travaillé en amont, puis il n'y a plus de dommages aux infrastructures, il n'y a plus d'évacuation, tout ça, parce qu'on a mis des mesures de mitigation qui font tout le travail, puis on est rendu aussi bon que les Pays-Bas, ce qui ne sera certainement pas demain. Mais en même temps, si la résultante de notre intervention, c'est que les gens, on a mieux aménagé le territoire, il y a moins de gens à évacuer, il y a moins de gens à secourir, il y a moins d'efforts pour patrouiller des secteurs, bien, à ce moment-là, on sera devenu efficient. Parce que là, on aura justement un retour sur l'investissement. Alors, voilà mon commentaire. OK. Merci beaucoup, Eric. Ouais, c'est important, effectivement, de préciser que ce travail-là, qui s'inscrit dans l'axe 1 du risque, sur la connaissance du risque, permet aussi, comme tu dis, Eric, peut-être de mieux définir, justement, en meilleure compréhension de l'aléa sur des mesures potentielles de prévention, de préparation et avant l'arrivée de l'événement, parce qu'effectivement, une fois que la neige s'est mise à fondre avec les événements de précipitation que tu nous as montré, Isabelle, effectivement, l'intervention, ton travail est beaucoup plus dans la partie amont avant l'inondation. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? Sinon, on pourrait s'arrêter là. Je pense que, donc, félicitations pour ton excellent travail, Isabelle. Tu as montré à quel point tu as une capacité non seulement de présenter les choses, de synthétiser, mais aussi une capacité pour faire une maîtrise. Donc, on te souhaite tout le monde meilleur des succès dans ton travail de maîtrise.
Encore félicitations pour ton travail. Je rappellerai donc que non seulement ton travail va se retrouver dans un chapitre, mais également ce qu'on demande d'ailleurs à tous les étudiants qui ont été financés par les bourses de risque de présenter leurs travaux, mais de faire un petit rapport. Donc le rapport que tu es en train de compléter, qu'on est en train d'ailleurs de réviser, c'est dans ma cour, va être aussi disponible sur le site web du risque au cours des prochains mois. Donc merci Isabelle. On se souhaite une excellente journée pluvieuse. Ça va faire du bien de ramener un petit peu de pluie, c'est très sec. Passez une belle journée, bon appétit. Et puis, merci encore une fois Isabelle. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis à une très prochaine fois pour un prochain webinaire du risque. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.